One Piece, c'est l'histoire d'un gars qui quitte son île natale. Il monte un équipage, il voyage, il débarque sur une île, il aide un royaume, il repart. Jusqu'au jour où il mettra la main sur le One Piece. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est ce qu'on s'imagine quand on ne connaît pas vraiment l'œuvre. À vrai dire, moi aussi je pensais que c'était juste ça. Puis j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai compris ce que l'auteur voulait aussi nous raconter. Parce que malgré son apparence d'aventure légère, One Piece s'est retrouvé ailleurs, bien loin du manga. Aujourd'hui, dès qu'un peuple se soulève, dès qu'une génération demande à être entendue, un symbole revient. Toujours le même pavillon, toujours ce drapeau né dans une œuvre de fiction, brandi au cœur même du réel. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment une simple histoire de pirate est devenue un symbole de résistance. Il y a 800 ans, pas dans notre monde, dans celui de One Piece, le monde a changé. Et ça ne s'est pas fait lentement, et encore moins naturellement, mais d'un seul coup. Comme si on avait arraché une page entière de son histoire. Aujourd'hui, on appelle ça le siècle oublié. Un vide de 100 ans dont il ne reste presque rien. Il n'y a plus de traces, ni de texte, encore moins le nom d'une quelconque civilisation. Juste un silence. Et ce silence, il n'est pas venu tout seul. 20 royaumes se sont unis. 20 familles royales qui ont décidé d'effacer un ennemi commun, l'ancien royaume. Un peuple trop libre, trop avancé, peut-être même trop juste pour exister dans le monde qu'ils voulaient bâtir. Et quand la guerre s'est terminée, il ne restait plus rien. Aucune ruine, ni souvenir. Seulement le gouvernement mondial. Ces 20 rois ont effacé leurs traces, brûlé leur passé, et se sont installés au sommet du monde, à Maréjoise, la Terre Sainte. 19 familles y sont restées, devenues les dragons célestes, tandis qu'une seule, celle d'Alabasta, a refusé de monter. Les autres, elles, se sont autoproclamées des dieux, et depuis 8 siècles, elles vivent proches des nuages. Et c'est à ce moment-là que l'histoire s'est figée. Le gouvernement mondial s'est présenté comme un garant de la paix. Mais cette paix n'était qu'une illusion. Un ordre construit sur un crime, une justice qui ne protège pas la vérité, mais la cache. Et plus le temps passait, plus le mensonge prenait racine. Les générations suivantes ont oublié pourquoi ce pouvoir existait. Elles ont grandi dans un monde où cette autorité semblait naturelle, où la marine représentait la justice, où les lois venaient d'en haut et où la vérité devenait trop dangereuse à chercher. Et le monde s'est habitué à obéir. Et ceux qui posaient trop de questions disparaissaient. C'est ça, le vrai génie du gouvernement mondial. Il n'a pas seulement effacé un royaume, il a effacé la possibilité même d'imaginer un monde différent. Quand on parle du gouvernement mondial, il faut imaginer une pyramide. Tout en bas, il y a les peuples. Ceux qui travaillent, qui prient, qui payent la taxe céleste chaque année sans trop savoir à qui ni pourquoi. La taxe céleste. Retenez bien ce concept, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et au-dessus, les rois et les reines des 170 nations affiliées. Des dirigeants autonomes, du moins, c'est ce qu'on leur fait croire. Mais plus on monte, plus l'air devient rare. Et au sommet, là où personne ne regarde vraiment, il y a les 5 doyens. Ou plus communément, le Gorosei. 5 hommes qui, depuis des siècles, dictent les lois du monde entier. Ils parlent de paix, de justice absolue, de stabilité mondiale. Mais tout ce qu'ils protègent, c'est un équilibre artificiel. Un monde figé, où rien ne bouge sans leur accord. Et même eux ne sont pas les plus hauts, parce qu'au-dessus des 5 doyens, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un que personne n'est censé connaître. Un nom effacé des livres. Un fantôme assis sur un trône censé être vide. Imu. Une ombre qui observe le monde depuis Maréjoise. Celui ou celle qui règne sur tout en secret. Autour de cette élite gravitent d'autres institutions. Alors, évidemment, je ne vais pas vous détailler leur fonctionnement, ça mériterait une vidéo à eux seuls. Mais retenez bien, la marine, bras armé de la justice absolue, le Cypherpole, les yeux et les oreilles du gouvernement, en somme, des agents secrets. Et puis, les chevaliers divins, des agents secrets encore plus secrets. En fait, c'est ceux qu'on envoie quand le pouvoir veut frapper lui-même. En fin de compte, les dragons célestes ne dirigent rien, ils possèdent tout. Des terres, des esclaves, des vies, des royaumes entiers. D'ailleurs,
Ils sont persuadés de respirer un autre air, protégés sous leur bulle d'oxygène. Comme si le simple fait de partager celui du peuple les rendait malades. Et leur arrogance est telle que la moindre insulte envers eux peut déclencher une expédition punitive menée par un amiral de la marine. Alors, oui, on pourrait penser que c'est logique, mais dites-vous bien que le simple fait d'exister est une insulte pour eux. Et c'est là que tout prend sens. Le gouvernement mondial n'est pas une organisation. Voyez ça plutôt comme une machine politique, militaire, religieuse même, où chaque rouage existe pour en soutenir un autre. Un ordre parfait en apparence, mais un ordre bâti sur la peur, la dette et le silence. Et plus on regarde de près, plus on comprend que la justice absolue n'est qu'un autre nom pour contrôle total. Je vous apprends rien en vous disant que ce qui fait la force d'un empire, c'est pas forcément sa puissance militaire, c'est sa capacité à contrôler le récit. Le gouvernement mondial l'a très bien compris. Il ne s'est pas contenté de gagner une guerre, il a gagné le droit de raconter, et surtout, d'effacer. Le siècle oublié, c'est la cicatrice qu'on ne doit jamais rouvrir. 100 ans d'histoire effacée des livres, des bibliothèques, des mémoires, des civilisations entières rayées de la carte. Et quiconque essaye de comprendre ce qu'il s'est passé disparaît à son tour. Et c'est ce qui est arrivé à O'Hara, une petite île d'archéologues peuplée de gens simples et sans histoire. Ils n'avaient pas d'armes, pas d'armée, juste la plus grande bibliothèque du monde. Mais la plus grosse erreur de ces archéologues aurait été de chercher à connaître l'histoire du monde. Alors, le gouvernement mondial a envoyé la marine. Et en quelques heures, il a effacé l'île du monde. Une opération qu'ils appellent Buster Call, un nom propre, presque administratif, pour dire extermination. Seul un enfant a survécu à ce massacre, Nico Robin. Et depuis ce jour, elle est traquée en ayant pour seul crime l'amour du savoir. Parce qu'au fond, ce que le gouvernement redoute, ce n'est pas la guerre ni la piraterie, c'est la mémoire. Et les poneglyphes, ces blocs de pierre gravés il y a 8 siècles, sont les dernières traces du vrai monde, des fragments du passé, que même le temps n'a pas réussi à briser. Mais le simple fait de les lire est un acte interdit, un crime contre l'ordre établi. Et c'est ça la plus grande arme du pouvoir absolu, l'oubli. Parce qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans repères, sans histoire, sans direction à suivre. Un peuple qu'on peut modeler, éduquer, orienter. Et dans One Piece, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le monde vit dans l'ombre d'un mensonge si ancien que plus personne ne pense à le questionner. Et les générations passent. Et ce qu'on a supprimé finit par sembler naturel. Alors, quand une cloche sonne à Skypiea, quand un symbole refait surface, ou quand une simple pierre gravée résiste au temps, c'est tout un monde qui tremble. Parce que la vérité, même enterrée sous 8 siècles de silence, finit toujours par refaire surface. Et pour garder un monde sous contrôle, il ne suffit pas d'imposer des lois. Il faut que chacun ait peur de les briser. Le gouvernement a trouvé la formule parfaite. Une équation simple. La paix contre la soumission. Chaque royaume affilié doit payer ce qu'on appelle la taxe céleste. On en avait parlé plus tôt dans la vidéo. La taxe céleste, c'est un tribut versé chaque année au dragon céleste. Et peu importe la taille du royaume ou la misère du peuple, la somme doit toujours être payée. Parce que ne pas payer, c'est signer son arrêt de mort. Un pays qui refuse la taxe cesse aussitôt d'exister. Il n'a plus de protection, plus de commerce, plus de reconnaissance. Elle est laissée à l'abandon, livrée aux pirates et aux criminels. C'est comme ça que le monde reste en ordre. Pas grâce au gouvernement ou à une quelconque paix, mais grâce à la peur. Les rois obéissent, les peuples se taisent, et ceux qui s'écartent comme Wano sont considérés comme des anomalies, des menaces à éliminer. Ce système, c'est une hiérarchie de survie. Les riches paient pour être protégés, les pauvres paient pour ne pas être détruits. Et au milieu, la marine maintient l'illusion d'une paix mondiale. Pendant que le Cypher Pole surveille, infiltre et punit ceux qui doutent ou tentent de se rebeller. Sous la surface, le monde est fracturé. Les nobles vivent dans la lumière et les esclaves dans l'ombre. Des hommes, des femmes et même des enfants réduits à l'état d'objets, portant des colliers explosifs pour ne jamais s'enfuir. Tout ça au nom d'un équilibre qu'on ose encore appeler la paix. Et ça nous rappelle la célèbre citation de Doflamingo à Marineford. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal.
C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. Parce qu'au fond, tout est une question de perspective. Ce qu'on appelle justice, ordre ou paix, ce ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des récits imposés par ceux qui ont le pouvoir de les raconter. Et le contrôle ne passe pas uniquement par les taxes ou la peur, mais aussi par l'outil le plus puissant qui puisse exister, l'information. Dans le monde de One Piece, les mers ne forment pas un tout. Elles sont fragmentées, séparées par Red Line, Calm Belt et des milliers d'îles isolées. Chaque peuple vit enfermé dans son propre horizon, avec ses lois, ses coutumes et ses mythes. Cette fragmentation, c'est ce qui permet au gouvernement mondial de garder la main. Parce que quand les peuples ne communiquent pas entre eux, il suffit de contrôler ce qu'ils croient savoir. Ce que le monde perçoit du vrai et du faux, du bien et du mal, ne passe que par une seule source, le journal. Le World Economy Newspaper, le seul média planétaire, distribué chaque jour par les New Coco dans tous les océans. Officiellement, il est indépendant. Mais en réalité, il n'existe que parce que le gouvernement le tolère. Et quand un article le dérange un peu trop, les agents du Cypherpol s'en mêlent. Ils menacent, censurent, manipulent. L'objectif n'est pas de raconter la vérité, mais de maintenir l'équilibre du récit et parfois même créer des chocs. En fait, il faut bien comprendre que les habitants du monde lisent ce journal comme on lirait un livre sacré. Ce qu'il dit devient vrai. Et c'est comme ça qu'un simple chiffre, une prime sur une affiche, peut transformer n'importe qui en monstre. Quand on y pense, les primes, c'est une invention géniale du gouvernement mondial, un outil de propagande déguisé en justice. Elle ne mesure pas toujours la dangerosité d'un criminel, mais l'image qu'on veut donner d'une personne. Et en réalité, quand on parle de dangerosité, on se demande parfois pour qui est le danger. Quand une fillette de 8 ans, comme Nico Robin, a été accusée d'un crime qu'elle ne comprenait même pas, le monde n'a pas douté une seconde. Personne ne s'est demandé comment une enfant pouvait valoir 79 millions de berries. Les gens ont vu un chiffre, une menace, un visage. Et ça a suffi pour la chasser jusqu'aux confins des mers. Parce que dans ce monde, il ne faut pas forcément être coupable pour être un criminel. Il suffit de naviguer, de quitter son île, de vivre autrement que ce que le gouvernement autorise. Et te voilà, hors la loi. Et là tu comprends. Tu comprends que le contrôle de l'information, c'est ce qui relie tout le reste. Les taxes, la peur, la hiérarchie, la censure. Un peuple isolé, nourri par une seule voix, finit par confondre stabilité et vérité. Parce qu'à force de répéter un mensonge encore et encore, il finit par devenir une vérité. Et cette vérité-là, le gouvernement l'a aussi inscrite dans les mentalités. Prenons l'exemple des hommes-poissons. Dans l'univers de One Piece, ce sont des êtres marins capables de respirer sous l'eau, dotés d'une force et d'une culture unique. Mais dans l'imaginaire collectif, ce sont des monstres. Des créatures violentes, inhumaines, dangereuses. Alors bien qu'ils partagent le même sang, le même désir de liberté, le même train de vie. Et cette haine ne vient pas de nulle part. Elle a été fabriquée. Pendant des siècles, on leur a refusé les mêmes droits. On les a repoussés dans les profondeurs et vivent au fond de la mer, là où la lumière est à peine perceptible. On leur a appris qu'ils ne valaient pas mieux que des esclaves. Et le pire, c'est que le reste du monde y a cru, parce que c'est ce qu'on leur a toujours raconté. Alors bien que dans ce même monde, aucun peuple ne ressemble à un autre. Autant de cultures que de races, que d'îles à découvrir. Et pourtant, les hommes-poissons sont devenus le miroir d'un système où la différence est une menace. Et où la peur de l'autre sert à maintenir la division. Et pendant que le peuple se méfie les uns des autres, personne ne regarde au-dessus. Personne ne se demande qui tire les ficelles. C'est une mécanique parfaitement huilée, divisée pour mieux régner. Un monde fragmenté, des cultures isolées, des frontières physiques et mentales qui empêchent toute unité. Et pendant que les mers s'ignorent, le gouvernement mondial garde tranquillement le contrôle. C'est pour ça que One Piece parle autant de liberté. Parce que dans ce monde, la véritable prison n'est pas une cellule, c'est l'idée qu'on se fait de la réalité. Et ce qui rend One Piece si fort, si magnifique, c'est que derrière ces mers, ces îles et ces pirates, il raconte quelque chose de très humain, quelque chose qu'on ne connaît que trop bien dans notre propre monde. Le gouvernement mondial, ses taxes, ses nobles, sa hiérarchie, tout ça, c'est bien plus que de la fiction. C'est le reflet d'un monde où le pouvoir s'est construit sur la domination. Les dragons célestes incarnent parfaitement les anciennes puissances coloniales. Des familles riches, persuadées d'être supérieures.
qui ont effacé des civilisations entières pour s'approprier leurs richesses, pendant qu'eux vivent dans la lumière et que les autres crèvent dans l'ombre. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans One Piece. Quand les 20 royaumes ont uni leurs forces il y a 800 ans, ils n'ont pas seulement bâti un gouvernement, ils ont effacé un monde, ils ont supprimé un peuple, un savoir, une culture, une histoire entière. Tout ça pour s'imposer comme les seuls détenteurs de la vérité. C'est la même logique que la colonisation. Un peuple qui en écrase un autre, puis écrit l'histoire à sa place. Et c'est partout la même mécanique. On prive les peuples de leur histoire, puis on les rend responsables de leur propre effacement. Dans le monde de One Piece, comme dans le nôtre, les peuples jugés inférieurs n'ont pas leur place dans l'histoire officielle. Ils n'existent que dans les marges, dans les contes, dans les mythes. Et c'est pour ça que des personnages comme Nico Robin ont autant de poids symbolique. Ils ne cherchent pas juste à trouver le One Piece, ils cherchent à rendre leur histoire au monde. Comme on l'a vu jusqu'ici, le contrôle du monde de One Piece ne repose pas seulement sur la force ou la peur. Il repose sur quelque chose de bien plus subtil, le récit. Et ce mécanisme, il nous parle directement. Parce qu'il n'a rien de fictif. Dans notre monde aussi, les grands médias appartiennent à une poignée d'intérêts économiques et politiques. Quelques groupes décident de ce qui mérite d'être vu, de ce qui doit être oublié et de la manière dont on doit le ressentir. L'information, à l'origine, devait libérer. Les journalistes étaient censés être les contre-pouvoirs, des voix capables de révéler ce que le pouvoir voulait cacher. Mais avec le temps, cette mission s'est transformée. Les rédactions sont devenues des entreprises. Les unes doivent plaire pour vendre. Et les journalistes, souvent, ne cherchent plus la vérité, mais le récit qui fonctionne. Alors on hiérarchise, on simplifie, on dramatise, on montre ce qui choque, on ignore ce qui dérange. Et quand il faut, on manipule. On détourne l'attention d'un scandale avec un autre. On monte les peuples les uns contre les autres, en parlant de menaces, d'ennemis, de crises permanentes. Et peu à peu, la peur devient un outil politique. Exactement comme dans One Piece. Quand un peuple commence à douter, on ne l'écoute plus, on le divise, on crée des débats artificiels, on inonde l'espace public de bruit jusqu'à ce que plus personne ne sache où est la vérité. Et ce n'est pas nouveau, c'est la même logique depuis des décennies. Que ce soit pendant une guerre, une pandémie, une élection ou un conflit géopolitique, l'information est devenue une arme, une manière de fabriquer le consentement, comme le disait Chomsky. Faire croire au peuple qu'il pense librement, alors qu'on lui a simplement choisi les questions à se poser. C'est ce qui rend One Piece si fort. Dans un monde où tout semble tourner autour du rêve et de l'aventure, Oda parle en réalité du pouvoir le plus dangereux qu'il soit. Le pouvoir de raconter l'histoire à la place des autres. Et maintenant, tu veux comprendre comment un système peut dominer le monde pendant 8 siècles? Regarde simplement où vivent ceux qui gouvernent. Red Line. On croit que c'est une montagne, un énorme mur qui sépare le monde. En réalité, c'est un piédestal. C'est là-haut, au centre du monde, que siège Marie-Joise. Le rappel permanent que certains naissent au sommet et que les autres vivent en dessous. C'est à partir de cette hauteur que le monde est gouverné. De là que les décisions tombent et là que les inégalités se perpétuent. Cet ordre-là, c'est le visage même de l'impérialisme. Un centre puissant qui se donne le droit de décider pour des nations entières, tout en cachant cette domination derrière les mots paix et progrès. Mais derrière cette façade, c'est toujours la même logique. Préserver la richesse du centre et maintenir la dépendance des marges. Mais l'impérialisme dans One Piece, c'est aussi l'exploitation économique. Et aucun exemple n'est plus parlant que celui du peuple de Flévance, la patrie de Trafalgar Law. Flévance, c'est une histoire que l'humanité ne connaît que trop bien. Un peuple découvre une ressource rare nommée blanc de Saturne. Une matière si belle et si rentable qu'elle attire la convoitise du monde entier. Le gouvernement comprend vite son potentiel. Il sait aussi qu'elle est toxique, mais le profit est plus fort que la morale. Alors on cache la vérité. On exploite la ressource jusqu'à épuisement. Et on transforme tout un peuple en main-d'œuvre sacrifiable. Pendant un temps, Flévance brille et croule sous les richesses. Les mines tournent, l'argent coule à flot, les nobles s'enrichissent. Puis viennent les symptômes. Les habitants tombent malades, les enfants naissent condamnés. Finalement, le gouvernement nie, puis fuit. Et quand la vérité finit par éclater, il est trop tard. Les nations voisines, effrayées par la contagion, envahissent le pays, massacrent les survivants et finalement, Flévance est rayée de la carte. Ce drame, c'est un résumé brutal du fonctionnement impérialiste. Une ressource stratégique attire la cupidité. Le pouvoir dissimule les risques pour en tirer profit. Le peuple meurt de ce qu'il a extrait de ses propres mains.
Et quand la crise éclate, le monde entier vient rétablir l'ordre en pillant les ruines. L'histoire de l'eau n'est pas une exception, mais une métaphore. Celle de tous les peuples sacrifiés sur l'autel du progrès. Du Congo de Léopold II au pétrole du Moyen-Orient, des villages contaminés par le mercure au Japon, jusqu'aux terres détruites par les mines de lithium aujourd'hui. C'est toujours le même cycle. On découvre, on exploite, on nie, et finalement, on fuit. Et ceux qui en ont profité disparaissent avant de rendre des comptes. Et quand on y pense, le gouvernement mondial ne fait rien d'autre. Il accumule, il cache, il remplace. Chaque royaume affilié n'est qu'un rouage dans une économie de contrôle. Et cette paix mondiale dont il se vante n'est qu'une façade. Un équilibre maintenu par la peur et financé par la souffrance invisible des autres. Et c'est là que la fiction rejoint le réel. Vous avez peut-être déjà vu ces images. Des foules en colère, des drapeaux, des cris, des gens qui se battent pour être entendus. Et au milieu de tout ça, un drapeau avec un chapeau de paille. On l'a vu à Madagascar, en Indonésie, au Népal, au Maroc. Des jeunes qui brandissent ce drapeau comme s'il représentait leur combat. Alors que de base, c'est juste celui d'un équipage de pirates dans une fiction. Mais ce drapeau a fini par quitter les pages du manga pour devenir un symbole de liberté, de résistance et même, pour certains, d'espoir. À Madagascar, lors des manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité, on a pu voir flotter la version revisitée du pavillon de l'équipage au chapeau de paille. Ce n'était pas un simple clin d'œil à la pop culture. Pour ces manifestants, c'était un message, une manière de dire que leur voix existait, qu'ils refusaient d'être invisibles. En Indonésie, la tendance s'est propagée. À l'occasion de la fête nationale, des citoyens ont brandi ce drapeau pour dénoncer des politiques qu'ils estiment bénéficier aux élites et ignorer les classes populaires. Le drapeau est devenu un outil de satire politique, de défi symbolique. Ce dessin, ce simple logo est devenu le drapeau d'une génération qui refuse de vivre à genoux. Parce que ces scènes de révolte qu'on regarde dans One Piece, ces foules qui se lèvent, ces peuples qu'on pensait brisés et qui reprennent leur voix, on les retrouve aujourd'hui partout dans le monde. Mais ici, l'important n'est pas seulement le drapeau, c'est ce qu'il représente. Un refus que ceux d'en haut continuent d'agir sans être remis en cause. Une prise de conscience collective que la peur, l'oubli et l'abandon ne sont pas des fatalités. Et la volonté que la liberté n'est pas un privilège accordé, mais un droit exercé. Parce qu'en réalité, ce pavillon n'a pas été brandi au hasard. Ce n'est pas juste un symbole cool tiré d'un manga populaire. C'est un cri universel, celui de toute une génération qui a grandi dans un monde où les injustices sont visibles, documentées, partagées en direct sur les réseaux, mais où le sentiment d'impuissance reste le même. Et ce n'est pas un hasard si ces images viennent surtout de jeunes, parce qu'ils se reconnaissent en Luffy et son équipage. Des marginaux, des rêveurs, des gens qui n'ont pas d'autorité mais qui refusent d'abandonner. Ils voient dans cette bande de pirates un miroir de leur propre réalité, celle d'un monde où suivre les règles ne garantit pas la justice et où désobéir devient parfois la seule façon de rester humain. Ce drapeau, c'est la version moderne du point levé, un langage commun qui traverse les frontières, les religions, les langues, parce qu'il ne parle pas d'idéologie, mais de dignité. Et dans un monde fragmenté où chaque peuple se bat pour sa survie, voir ce symbole flotter à Madagascar, au Népal ou en Indonésie, c'est la preuve que la colère est devenue mondiale et que cette colère, elle s'exprime à travers un message simple. On ne veut plus subir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que One Piece n'a rien de politique, montrez-lui cette vidéo. On touche à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais déjà ce que certains vont me dire. Je n'ai pas parlé de l'armée révolutionnaire, d'Otohime, Fisher Tiger et leur combat. Mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue et je voulais faire quelque chose d'assez court et concis, même si elle est longue. Mais j'ai fait 3 autres vidéos qui parlent du sujet plus en détail. Je vais vous les mettre dans la description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à les regarder. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker, partager. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.